Bonjour Monica, Bonjour Alice. je suis très contente qu'on se revoie parce qu'on avait une conversation passionnante la dernière fois et que on ne pouvait pas rester comme ça. On en était Oui, resté sur la question de comment faire, quel pouvoir on a, nous, citoyens, citoyennes, quand on a l'impression que c'est pas forcément l'intérêt politique d'apporter de l'union et de l'entente, de la paix parmi les gens. Donc, oui, on était là. Il y avait, on avait mentionné des initiatives que pourraient être portées par les citoyens seulement en, en train d'exercer ces droits, par exemple. Je trouve que ici, il y a de petits conflits quotidiens de tous les jours, un peu de partout, que on fait la, l'idée de se sentir un peu pas trop protégé de la part de l'État. Et ça, je vois un peu par les différents forums qu'il y a sur des réseaux sociaux, euh, avec le groupe de l'école. Bon, il y a un peu de partout des opinions dans ces sens-là. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas trop quoi à faire ou à mettre en place, je trouve, parce que les gens sont déjà dans autant de choses, de responsabilités, des difficultés dans la vie qu'ils n'arrivent pas à voir un peu plus loin. hmm. Et ça, ça pourra peut-être être différent si ils vont pouvoir trouver un groupe auquel appartenir. Je trouve que ça part toujours de là, de trouver un réseau, de trouver quelqu'un avec qui on doit pouvoir vraiment s'aider, s'entraider, c'est donner des idées, c'est partager les tâches. Euh, Parce que, par exemple, pour moi ici en France, cette histoire des loisirs, des associations du sport, des loisirs, des différentes activités que les gens font pendant la semaine, ne pas que les enfants, aussi les adultes. Cette association, ils pouvaient avoir un rôle très important dans cette idée. Tu penses C'est que c'est quoi le rôle que peuvent avoir ces associations? pardon, on a été coupé, je ne sais pas écouté là. Tu penses qu'elles peuvent avoir quel rôle, toutes ces associations plutôt de loisirs ou de... Il y a, par exemple, au moins deux ou trois rôles. Le premier, ça serait d'en discuter par rapport à ces genres de sujets, de mettre cette thématique dans leur activité, au sein de ces discussions. Parce que je le sais déjà qu'ils le font d'une façon un peu plus informelle. Après avoir fini l'activité, ils font des activités un peu de dire ah oui, ça va pas, il y a telle chose qui va pas. Bon. Et après ça reste comme une catalysation, mais ça passe pas au-delà. Et d'un côté, les associations espérant vraiment mettre en place des petits espaces pour échanger, étant vu qu'ils sont déjà des gens qui se sont comme partie de ces groupes. Et la, le fait d'appartenir, ça, c'est déjà une première levée pour continuer l'idée de changer vers une société un peu plus pacifique. C'est pour moi le premier, d'appartenir dans un groupe. Et tu veux dire, en gros, qu'il y ait du lien social qui existe, qui permet des échanges et qui permettent aussi des réflexions, même si c'est Exactement. des échanges qui sont un peu en off, que c'est pas l'objet de l'association, c'est plutôt de faire du sport ou de faire du loisir, mais que ça permet aux gens quand même d'échanger sur ce qu'ils pensent qui va bien ou qui est plus difficile. Oui, parce que comme il y a assez peu de temps, assez peu d'espace, et
pas trop d'informations. Je trouve que c'est tout cet univers-là de, des personnes qui sont en train d'échanger entre eux. Ça pourrait être une véhicule mobilisateur des idées, des échanges. Après, ça, c'est la question, comment utiliser ça de manière constructive. Et que c'est un espace d'échange, mais informel, le principe n'étant pas dans ces associations-là, en principe, Oui, de, oui, de c'est changer la juste. société, de l'organiser et pour pouvoir dire, ben, il y a ces idées-là, allez hop, on y va, effectivement, on va changer les choses. Oui, c'est juste une information, c'est de donner une information, de faire circuler l'information. Je trouve qu'à partir de là, il va y avoir forcément des gens qui vont être intéressés et qui vont trouver la possibilité d'agir. Parce que c'est vrai qu'en étant toute seule, on ne peut pas bouger trop. Mais par contre, si on utilise les réseaux, on va pouvoir vraiment bien avancer et avancer d'une façon un peu plus durable. Après, du coup, c'est vraiment pour moi la question que ça soulève, c'est comment permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont un pouvoir d'action. Parce que les gens qui parlent comme ça va plutôt être qui râlent, ils expriment un mécontentement, mais ça va pas forcément aller sur ah mais oui, moi ça me va pas ça, je préférais que ce soit comme ça, qu'est-ce que je suis capable de faire, de dire à qui pour que les choses changent. Et quand il y a un espace de discussion qui est officiellement avec l'objectif éventuellement de changer les choses, ben là les gens ne parlent pas forcément de la même manière ou n'y vont pas forcément ou Ouais. Oui, je trouve que ça, c'est les grands défis. C'est surtout la manque d'informations, de savoir où est-ce que je peux y aller avec cet mécontentement, où est-ce que je pourrais y aller avec ces idées que j'ai en tête. Et comme je n'ai pas d'informations, euh, c'est vrai que les médiateurs font un travail extraordinaire. Je vois partout, mais certainement dans la société, dans les mamans qui ont des soucis avec leur mari, les, les gens qui se font frapper leur véhicule avec un véhicule fantôme, voilà, dans les petits villages il y a très peu d'informations qui circulent. Et c'est là où je trouve que les associations ont un pouvoir de faire circuler l'information, même si ça ne va pas changer leur but. On va pas rentrer là-dedans. Par contre, ça ferait du bien de recevoir d'informations au-delà de notre activité. Par exemple, si je fais partie d'une association de randonnée, la personne responsable pourrait faire circuler une information, comme ça c'est déjà fait normalement par plusieurs sujets, dès que ça c'est ce que j'ai vu. Et après, les gens vont au moins être informés. Et cette information va donner la capacité de prendre la décision de y aller ou pas, de s'impliquer ou pas. Et je dirais, il faut partir vraiment de cette manque d'information qui est assez étonnant parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais ça ne circule pas, même s'il y a les réseaux sociaux. il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais pas beaucoup d'informations oui, Oui, qualifiées, utiles et positives. oui, c'est ça. C'est par exemple toute ta démarche, toutes ces informations que tu partages, j'essaie de les partager moi-même. J'ai fait partie d'un groupe sur WhatsApp. Je trouve ça, cette expérience magnifique. C'est un groupe WhatsApp qui a été créé. Il s'appelle Le Moment Latinas. Et il y a au moins, je crois, 300 femmes
qui vient de partout d'Amérique du Sud. Et là, il y a un vrai espace de soutien, mais non seulement pour savoir ce qu'on va pouvoir faire avec nos enfants, et aussi pour les violences, pour les conflits. Et ça c'est un endroit où on peut vraiment faire circuler de l'information. Et à partir de ce groupe-là, je connais, ils ont sorti plusieurs initiatives de changement. Donc, c'est à partir de cette expérience et d'autres expériences que j'ai vues avec, par exemple, l'association de tennis qui ont été impliquées avec une démarche de, de bac de... Ah, comment ça s'appelle pour le compostage, de bac de compostage. Voilà, ce sont de petites initiatives que sont menées par les gens, par l'information, et là on trouve un petit clic, et ces clics-là, c'est ce qui fait que les gens commencent à comprendre leur pouvoir. C'est un peu l'idée que je pourrais partager avec toi. Je ne sais pas si qu'est-ce que tu en penses, comment Et tu vois je les pense choses. aussi que c'est par des communications, mais de petits groupes de confiance. Je pense qu'on peut permettre de toucher les gens parce qu'ils vont être réceptifs, parce qu'ils vont être justement en confiance, et que c'est effectivement apporter de l'information, et que parfois une petite information va pouvoir créer une ouverture, un déclic, une prise de conscience. Et je vois tout à fait l'idée de se dire, là où d'abord il y a un lien social, un tissu et un soutien, c'est peut-être pas l'objet principal du groupe ou de l'association ou de quoi que ce soit d'aller vers ces changements positifs, mais ça peut être des très bons véhicules pour ça. Oui, 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 Rendre accessible l'idée. oui, 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 vraiment. Grâce à un de tes posts, il y avait une maman qui était au point de, de se lancer dans cette démarche judiciaire du divorce international. Je lui ai montré un de tes posts et il a dit vraiment, tu m'as fait réfléchir. Comment est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut vraiment se renseigner un peu plus mieux avec différentes options? Et il y a vraiment énormément des exemples que je pourrais t'amener pour dire c'est qu'une manque d'information avec la personne en laquelle on a un petit peu de confiance. Mm. Et bon, je trouve là les gens vont s'engager. Mm. C'est un peu par là. L'autre point qui me parle, c'est de dire que ça vienne vraiment des citoyens et en action personnelle, vraiment de la base, et que ça, petit à petit, ça peut vraiment avoir un impact global, mais que on ne doit pas attendre que ça vienne du haut, que les changements qui sont décidés de manière hiérarchique en disant maintenant vous faites ça parce qu'on l'a décidé, ça marche pas. Par contre, que si les gens, eux, ressentent l'intérêt et ressentent l'envie même que ça change, qu'ils peuvent avoir accès à l'information sur comment faire pour que ça puisse changer et comment eux peuvent en faire partie, là c'est différent. Oui, c'est différent. Avec toute la partie de réseaux sociaux, je trouve que ça ne suffit pas. C'est comme tu viens à présenter, il y a autant d'informations que les gens se sont un peu perdus dans toute cette les gens ne se retrouvent pas dans autant d'informations. Il faut vraiment leur regarder dans les yeux, et leur dire ça c'est ce qui va passer, ça c'est ce qui va fonctionner, il faut quand même une discussion humaine. Et, je ne sais pas quand est-ce que l'humanité va sortir de ce besoin
d'avancer avec une conversation humaine personnelle, de nous regarder dans les yeux. Il y a plusieurs exemples. Je veux te dire, il y a des grandes discussions et des grandes décisions qui ne sont pas prises dans une visioconférence. Il faut se voir, se rencontrer, c'est dire des choses tête à tête et voilà, c'est là où les changements arrivent. Après, je pense qu'on peut quand même faire pas mal de choses, mine de rien, en visio, mais ça remplacera jamais la rencontre en personne. Ça, c'est sûr. Oui, C'est un autre niveau, la rencontre en personne. Oui, je suis d'un côté parce que je suis chez Il y a le le soleil, soleil. ouais, c'est vachement. Attends, Il y a un autre point qui m'intéresse, Monica, c'est que le fait que toi, tu travailles plus officiellement dans la sphère politique ou juridique. Euh, En tout cas, pas dans une organisation étatique, juridique ou quoi. Mais que là, tu travailles dans le cacao. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est, alors pas le cacao forcément spécifiquement, mais l'idée de dire que peu importe sa place et son emploi, on peut toujours œuvrer à la pacification des choses par son travail. Ou en tout cas, oui, peu importe le domaine, quoi. On peut toujours laisser infuser ça et apporter des changements de là où on se trouve. oui, est-ce que je peux bouger un peu l'ordinateur pour essayer de Allez, ne pas vas-y, avoir je vais te trouver un le meilleur soleil? endroit. Ouais, tu vas être en pause. Attends, c'est là. Attends. Je vais essayer de me mettre là, parce qu'il y a trop de lumière. Ça va comme ça, c'est bien. C'est bien. Oui, l'histoire du cacao, c'est une drôle d'histoire. J'adore les histoires. Alors, bon, ça c'est une entreprise qui a, qui a démarré avec un constat de, de Grégory, c'est lui le fondateur. Et il est arrivé en Colombie après la finalisation de son MBA à l'EDEC ici en France, avec une idée des négoces pour le café, de créer une entreprise parce qu'il avait étudié le cas de Starbucks. Donc, il avait bien travaillé là-dessus. Il avait trouvé des informations magnifiques que les entreprises faisaient des travaux avec les communautés. Bon, donc, il avait une idée en tête. Après, il est arrivé en Colombie. Il a réussi à créer des liens avec les cultivateurs. Il a parcouru un peu tous les départements du pays et il a décidé de prendre la place d'un cultivateur, de vivre comme un cultivateur pendant un mois. Et il est sorti de là complètement frappé dans son humanité parce qu'il a dit ce n'est pas possible qu'il y a des industriels, des entreprises qui ont assez d'argent, qui mobilisent milliards et milliards d'euros et que les cultivateurs ont une qualité de vie comme celle que j'ai vécue. Il était tellement frappé dans tous les sens qu'il a dit, bon, il faut vraiment essayer de trouver un moyen, bon, d'abord que tout le monde le sache, parce que c'est vrai que tout le monde s'imagine que les entreprises qui font le café ou les cacao font bien vivre leurs cultivateurs. Ce n'est pas le cas, vraiment. Donc, pendant que je faisais mon travail, il a mené une investigation, c'était une investigation plutôt pratique, de voyager partout, de prendre connaissance, de faire du réseautage avec le gouvernement, les organisations, les associations de cultivateurs, un peu partout, vraiment.
Hum, Et, et à partir de là, il a dessiné un projet qui s'appelle Internationalisation du cacao colombien, qui était basé sur trois axes, l'axe environnemental, l'axe économique et l'axe social. Et avec cette idée, l'objectif était de créer un modèle économique qui pourrait vraiment impacter tous les acteurs de la chaîne de valeur. Non seulement les acteurs qui profitaient mieux de la chaîne, mais aussi les acteurs qui étaient, on va dire, en la partie plus bas de la chaîne de valeur. Et, bon, là, j'ai développé la partie sociale de ce projet-là. Et, parce que même si j'avais travaillé pendant 10 années dans la pacification, dans toute la partie des résolutions pacifiques de conflits, je trouvais aussi, d'après mes conversations avec tous les gens des communautés en conflit et et des conflits armés, du narcotrafic un peu partout de la Colombie, que, OK, on sait maintenant comment gérer les conflits, mais ça ne nous donne pas de quoi manger. Ça ne va pas résoudre tout à fait nos besoins d'une vie un peu plus digne. Et c'était Il y a un gros toujours moi. problème, hein. Je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui qu'il y a relativement peu de médiateurs qui, Ouais, malgré vraiment l'œuvre de pacification qu'ils font, vivent oui, correctement de ça. c'est ça. Et donc, je me suis dit, bon, il y a le côté vraiment de pacification, mais il me manque encore une partie des bien-être intégral. On ne peut pas vivre avec une solution pacifique de conflit et le reste le laisser un peu négligé. Donc, toute l'entreprise a été dessinée pour créer des vraies relations entre les acteurs de la chaîne de valeur, de changer, de transformer ces relations, d'impliquer la médiation en toutes les relations de la partie zéro jusqu'à la fin et de créer un mouvement au sein de l'industrie du cacao de la vraie transparence, c'est-à-dire que les chocolatiers, les restaurateurs, tous les acteurs de métier des bouches que sont intéressés, ils peuvent voyager en Colombie, ils peuvent à établir une vraie relation avec leurs cultivateurs. Et c'est entraider, changer tout d'abord le prix, s'arrêter de chercher les prix les plus bas, parce que avec les prix les plus bas, les gens là-bas ne vont pas survivre. Et à partir de là, de créer des vraies relations. Donc aujourd'hui, on a les cultivateurs, notamment les cultivatrices, qui sont invitées ici en France pour apprendre le chocolat, la fabrication de chocolat, pour avoir une diversification de revenus et aussi une autonomisation économique parce que d'après aussi plusieurs constats, on a trouvé que l'autonomisation économique, c'est un levier pour diminuer la violence contre les femmes. Donc voilà, c'est là où je suis maintenant. Ouais, moi, j'adore ton histoire parce que on peut dans tous les cas mettre de la conscience et de la paix et que ce soit de la base ou à s'étendre parce que là, je sais pas combien il y a de personnes qui sont concernées dans toute cette chaîne de cacao colombien mais je pense que au final, ça touche quand même beaucoup de monde. Ce que tu Oui, dis sur les effets indirects aussi, ça apporte de la paix, de la sécurité à ces femmes parce que du coup, elles ont aussi des capacités économiques qui les rendent moins vulnérables et qui leur permettre de sortir de situations de violence si elles arrivent. oui, oui, C'est, oui. ouais, je pense que, enfin,
tout le monde a le pouvoir d'apporter de la paix autour de soi. Oui, Que ce soit en étant officiellement dans une situation de j'œuvre pour la paix aux Nations Unies ou quoi, ou que ce soit pas officiellement ça, mais en disant je travaille dans une chaîne d'approvisionnement en cacao et de distribution ensuite, parce qu'on fait attention à ce que les relations entre tout le monde soient sereines et soient respectueuses. oui, oui, Et oui, pas dans l'exploitation et le... ouais, ça, c'est un vrai changement de modèle. C'est vrai que normalement, l'Europe, c'est l'acheteur et que l'Amérique du Sud, c'est le fournisseur. Mm. Et cette histoire-là, qui vient même de Napoléon, la loi a été créée pour le bénéfice de l'acheteur, pas trop pour respecter les intérêts de fournisseurs. Mm. Et, et c'est là où on peut trouver la justice en, en soutenant des relations un peu plus justes, un peu plus respectueuses de leur réalité, de leur background, de leurs histoires économiques et de sa situation personnelle et quand même sociale. Ce sont des facteurs qu'il faut tenir en compte pour une négociation un peu plus juste. Je n'ai pas de le mieux. Est-ce qu'au final, tu as l'impression que le cacao que vous produisez, acheminez, revendez dans ces conditions-là est plus cher que le cacao qui serait fait de manière beaucoup moins socio-responsable? Mais bien sûr, c'est si tu, je veux te dire un donné assez étonnant. Euh, bon, par exemple, en Afrique, le cacao, il est acheté à 2 euros. Ça c'est normalement le prix de la bourse. Ça c'est avant la grande crise qui s'est déclenchée cette année. C'était à 2 euros, 3 euros maximum. Et là-bas, le cacao a été acheté depuis 2006 entre 6, 7 euros, 9 euros selon la qualité, ne pas selon la quantité, mais vraiment selon l'effort que les cultivateurs ont mis en place pour donner un produit de vraie qualité qui soit respectueux de l'environnement. Maintenant, qui a la grande crise du cacao, de la bourse, qui a pour la première fois en une trentaine d'années, a tripliqué la valeur. Il y avait des grosses entreprises qui avaient déjà négocié le cacao en amont. Donc, on a au milieu de la crise et pourtant, les cultivateurs d'Afrique ne sont pas bénéficiés de ce prix-là parce qu'ils avaient déjà prévendu leurs produits. Cela fait 2 ou 3 ans. Donc, c'est tellement injuste. C'est un monde plein d'injustices. Et par exemple, à partir de ces constats-là, on a commencé vraiment à travailler avec les consommateurs pour leur montrer une réalité qu'ils ne s'imaginent même pas. Qu'en mangeant un carré de chocolat qu'on achète par une tablette de 1 euro, 1,50 €, il faut se demander combien est-ce que le prix du cacao a été payé, à combien est-ce qu'ils ont payé et quel prix est le prix raisonnable pour permettre à toute une famille de vivre. Ça, c'est une question à se Ça, poser en je tant pense que que vraiment, c'est consommateur. une question aussi de la transparence. Alors là, tu disais de pouvoir voir comment travaillent les gens sur place, mais la transparence des prix, pour moi, ce serait un élément essentiel. On puisse Oui, représenter ce qu'il y a derrière l'argent, concrètement sur tel coût final pour l'acheteur, il y a quel revient à qui dans le producteur initial, dans le transport, dans le revendeur, peut-être dans les revendeurs intermédiaires, dans prise en compte d'un risque de perte parce que c'est de la matière et que peut y avoir aussi des difficultés.
c'est périssable, etc. Ça, il manque cette information-là. On ne sait pas vraiment ce qui revient à qui. Et... Non? Après, en matière de chocolat, il y a les marques étiquetables. Ou en tout cas dans le managing, après je sais pas si c'est, ou le marketing, je sais pas si c'est correct derrière. Ce qui est dit, c'est que en achetant ce chocolat, vous permettez justement aux consommateurs, aux producteurs locaux de travailler dans des conditions correctes. Bon, il y a pas mal de greenwashing partout maintenant parce que Hmm. ça a été devenu la tendance de se présenter comme le monsieur je sauve la terre et tout ça et je suis super sympa avec les cultivateurs et il y a même des entreprises qui promettent de la construction des bâtiments d'écoles, voilà, Hmm. Et comment on peut s'y retrouver alors entre les affichages et ce qu'il y a vraiment derrière? Il y a vraiment un énorme défi là-bas parce que c'est vrai que c'est presque impossible de se repérer vraiment dans une réalité qui présente des belles chiffres. Mais c'est ce que j'ai trouvé comme faisable, c'est d'éduquer les consommateurs pour, par exemple, poser les questions correctes. Tout d'abord, quel est le prix que vous achetez ces cacao? Ça, c'est simple. Après, les industriels, les entreprises vont dire oui, mais ça coûte beaucoup la logistique, ça coûte beaucoup la partie de marketing, ça coûte beaucoup. Voilà, oui, ça coûte, mais quand même, est-ce que vous essayez de distribuer un peu mieux la valeur ou pas? La deuxième, ça va être un peu plus simple. Est-ce que vous connaissez la famille de producteurs? Est-ce que vous avez un lien direct ou pas? Et bien sûr, tout le monde va dire oui, mais on est industriel, on n'est pas censé de connaître tout le monde, le nom de l'association. Euh, oui et non, parce que si vous disiez que vous êtes transparent, ça, il faut. Mais si vous ne le dites pas, on ne va pas vous demander ça. Mais si vous dites oui, nous travaillons en lien direct avec les associations, donc le moindre des choses, c'est de savoir où et qui sont les associations. C'est vraiment une question de, de logique, mais les gens ne sont pas prêts pour ces discussions. Et je trouve que c'est pour cela que pour moi, c'est passionnant en ce moment d'essayer avec ma connaissance de la société, avec mon expérience des relations humaines, de la théorie du conflit, que c'est présent, on la voit partout, on a besoin de un milliard de personnes qui connaissent vraiment comment gérer un conflit, comment surmonter les difficultés. Pour moi, c'est passionnant en ce moment d'essayer de mélanger la partie économique avec la partie humaine et sociale. Et ce n'est pas qu'une idée, parce que, comme tu as probablement déjà vu, il commence à sortir plusieurs normatifs de l'Union européenne en disant, oui, est-ce que vous allez vraiment faire attention à la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous allez vraiment et essayer de trouver, de gérer les risques que ça entraîne votre activité économique. Est-ce que vous êtes prêt, vous êtes préparé pour euh, faire un impact et s'assurer que les droits de l'homme sont bien respectés? Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là ou pas? Et voilà, ça c'est une idée, ça c'est que Mais c'est je... vrai, ça interroge tout ça parce que bon, moi, je veux aussi consommer de manière éco et socio-responsable. C'est un coût qui est clairement plus élevé que quand ce qu'on achète repose sur l'exploitation de personnes qui vivent dans des situations de misère, voire qui sont dans les travaux Mm, forcés mm, qui existent. Euh,
Mais du coup, il faut pouvoir aussi gagner beaucoup d'argent. Et c'est là aussi où moi qui travaille dans apporter la paix au plus grand nombre et pouvoir subvenir à des besoins, alors après besoin, de se dire, moi je veux consommer d'une manière qui soit conforme à mes valeurs de paix sociale et de respect et de valorisation de chacun, chacune tel qu'il est. Voilà, et ben, comment faire pour réussir à faire fonctionner tout ça, quoi? Oui, souvent, je me demande comment, trouver une solution que nous donne un peu la tranquillité, qui Mhm. soit en capacité de nous donner la tranquillité d'agir conformément à nos principes. Euh, Bien évidemment, on essaye chez nous aussi de manger, de consommer le plus responsablement. Mais c'est vrai, c'est une réalité que, pareil que l'information circule un peu partout, ce sont des produits que c'est impossible de se repérer parce que sinon on passerait la plupart du temps à chercher lui, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça. Et on n'a même pas le temps de travailler, de dormir, de se mettre en charge des Oui, enfants. moi, On est aussi obligé de faire ça. une fois qu'on l'a fait une fois et qu'on sait quels sont les produits un peu de confiance, bon, on a fait le travail et on achète ces produits de confiance. Mais c'est aussi vraiment la question du coût et du financement de ces choix-là. Ouais. Mais moi, j'ai un élément de réponse quand même aussi là-dessus. J'ai parlé hier avec une amie qui est dans la micronutrition et qui me disait qu'elle avait des personnes qui venaient la voir, qui viennent de quartiers défavorisés vraiment au niveau financier et qui racontent qu'ils boivent 4 litres de coca par jour et par personne. Et en calculant quand même rapidement, en disant, mais le coca, c'est pas si peu cher que ça non plus, finalement. Et en mettant le budget comme ça bout à bout, elle est quand même à plus de 3 000 € de coca par année. Oui, ça, on le voit quand on est à la caisse du supermarché, par exemple. Ça, j'ai fait beaucoup d'attention quand je suis à la caisse parce que je vois que avec mon chariot, j'ai fait une X quantité d'argent et je vois derrière quelqu'un qui a vraiment de la nourriture pas saine du tout, mais pas saine, mais vraiment pas saine du tout, avec bon, tous les sucreries, tous les aliments qui sont classifiés en F, en E. Et ça fait la même quantité d'argent dépensé pour une nourriture que c'est pas la bonne. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et je me demande tout le temps comment est-ce qu'on pourra vraiment avoir un impact avec tout un groupe de personnes qui disent oui, non, mais j'aime pas ça, je ne vais pas consommer comme ça, même s'ils dépensent la même quantité en argent. Ça, c'est pour moi toujours une question de culturelle, de coutume. C'est là où je dis il faut intervenir. C'est là où on a nos petites normes, nos petites règles sociales, où on peut vraiment nous insérer et changer la mentalité. C'est pour moi, c'est la principale raison de ne pas essayer de faire des choses dans une scale énorme, sinon commencer par des petits réseaux. Je reviens toujours à la même idée. Il faut vraiment essayer de s'impliquer dans des petits espaces. Et si je te raconte un peu l'histoire de toute la démarche en laquelle j'ai travaillé en Colombie pour mettre en place la conciliation, ça a été de
cette façon-là. Bien sûr, on a trouvé le financement du gouvernement, de la coopération internationale, mais ça ne donne pas tout, vraiment, parce que l'argent vient de partout. Mais la possibilité de rester, de s'insérer dans les comportements sociaux, ça vraiment, ça vient d'une relation proche et directe d'appartenance dans un groupe, peu importe lequel. Ça, je vois, ça, je le vois des différentes optiques. Je me demande comment est-ce qu'on pourra vraiment participer là. Mm. Mais Tu vois, du coup, c'est aussi voir pour qu'il y ait un peu de mise en conscience de ce à quoi contribue l'argent que vous y dépensez. Parce que même des gens qui sont au minimum sociaux, ils dépensent chaque mois leur argent. Et pour moi, les gens ont beaucoup plus de pouvoir par leur carte de crédit que par leur bulletin de vote une fois tous les 5 ans. La carte de crédit, c'est le pouvoir. Ou crédit ou carte de banque. Mais à qui vous donnez votre pouvoir et qu'est-ce que ça nourrit derrière? Et comment vous vous nourrissez vous-même aussi? Alors là, on est vraiment sur la question de la nourriture, vraiment, mais ou même avec les vêtements, ou avec des logements, ou avec n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous achetez comme bien de consommation? Et de voir comment vous pouvez utiliser votre pouvoir financier, qui existe toujours, encore une fois, même quand on est aux minima sociaux, pour vous faire du bien et faire du bien autour de vous. oui, il y a vraiment une préoccupation pour ces sujets-là de ma part. Et la nourriture, c'est central dans la vie de tous. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas le cas pour tout le monde de Voilà. s'apercevoir de cette réalité. Mais je ne doute pas que dans quelques années, ça va faire partie vraiment du cœur des réflexions, surtout parce que la planète ne va pas nous donner non plus autant de nourriture. Donc, ça va vraiment devenir un sujet de réflexion, de vraie conscience. Donc, oui, oui. Il y a une information qui m'a choqué beaucoup à l'école de ma fille. Ils ont fait ils ont mené une enquête pour comprendre les déchets, le gaspillage à la cantine. Il était près de 70% de nourriture qui est gaspillée parce que les enfants ne la mangent pas. Donc, c'est vraiment incroyable de connaître de réalités comme ça et se dire, bon, est-ce qu'il y a une éducation au sein de famille de vraiment de manger équilibré? Et ça, c'est la principale raison pour laquelle les enfants ne mangent pas à la cantine. C'est juste parce que ça c'est pas trop, très, très bien préparé. Non, je ne sais pas trop de ça, mais ça, ça reste quand même une question que je me pose. Comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment travailler là-dessus? Parce que sinon, les conflits par la nourriture, ça sont à, à l'avenir vraiment pas très loin. Je Mmh. le vois venir par la nourriture et par les désastres, les situations climatiques. On les sent, on sent que ça vient. Et ça, c'est une responsabilité qu'on doit avoir. Et tu vois, moi, je suis de formation juridique. Ça ne m'empêche pas d'y être en relation avec la société. Mmh. C'est une obligation un peu pour moi. Oui, mais je vois aussi les choses comme ça. Mais je trouve ça fou parce que là, moi, j'ai un potager chez moi. Et Oui, se dire qu'une graine, ça peut faire derrière tellement de fruits qui eux-mêmes auront de nouveau plein de graines, qui peuvent de nouveau faire tellement de fruits. Comment ça peut être possible? Comment... Après, le grand problème qu'il va y avoir, c'est le manque de sol fertile. Sur tous les oui, sols, il faut quand même qu'ils puissent se reposer un peu. ouais.
C'est ça ce qui est arrivé en Afrique. Et donc, oui, ça c'est l'histoire, c'est la principale raison pour laquelle je me suis mis là. Et aussi pour apprendre un peu de ces côtés-là de droit de l'homme et de l'entreprise. Et parce que j'ai toujours un esprit inquiète. Et depuis que je suis arrivée en France, j'étais les 2 premières années avec la maternelle, avec l'arrêt, je ne sais pas comment, j'ai oublié le nom, mais bon, j'étais avec ma toute petite fille. Congé maternité? Congé maternité, voilà, j'étais là. Et c'est que dans cette 3e année que je me suis vraiment réveillée un peu pour reprendre mon métier, ma passion. Et voilà, c'est là où je suis maintenant. C'est Mais passionnant. C'est passionnant. Mais je pense que c'est vraiment difficile parce qu'il faut que ça vienne de soi, quoi. Ça doit venir de l'intérieur des gens qui se disent, OK, mais je veux faire les choses de la manière la plus juste pour moi et pour les personnes concernées par mon acte. Mais oui, il y a encore du travail, ouais, de oui, sensibilisation là-dessus et de dire non, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. Utilisez-le de manière positive. oui, il faut répéter, 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 comme les enfants. Il faut répéter 1000 fois. C'est jamais Et jamais. s'arrêter de le dire. Mm. Bon, c'est une idée. Et je vois que c'est ce que tu fais. On va voir encore finir notre conversation et je n'ai pas pu te poser des questions énormes que j'ai à propos de ton travail. C'est Faudra super. qu'on se revoie, hein. D'accord. Oui, je suis toujours en train de lire toutes les informations et de penser comment est-ce qu'on pourra euh, scaler ces idées, ces pensées, comment est-ce qu'on pourrait intervenir avec plus, plus, plus une diversité des personnes, pas trop dans les avocats, que bon, j'ai vu quelques posts que tu as commenté. C'était assez drôle pour moi, mais bon, tes idées de changement du métier d'avocat, ça me parle beaucoup. Vraiment, je trouve qu'on a perdu notre idée originale. Et, ça, il va falloir vraiment, ça c'est un peu, je trouve ça c'est un peu plus facile de s'approcher au comité déontologique, j'imagine, je ne sais pas si ça existe ici, mais d'essayer avec la magistrature, d'essayer avec plusieurs acteurs de notre monde juridique, de se poser la question de notre rôle dans cette société, en ce moment-là, qui va être vraiment notre contribution. Je trouve ça super intéressant ce que tu fais en ce moment. Ben, ce n'est que le début parce qu'effectivement, la pédagogie, c'est l'œuvre de la répétition. Mais petit à petit, je pense qu'effectivement, il ne faut pas se tenir sur ah mince, mais il n'y a pas grand monde qui a regardé. Ah mince, mais oui, mais petit à petit, de petit à petit, de petit à petit, je pense que ça porte quand même des fruits, mais c'est vrai que c'est de répétition inlassable. Mais on en parlera du Ah coup ouais. dans une autre vidéo avec grand plaisir parce que là, j'ai Oui, un oui, il faut rendez-vous finir. après. Mais merci beaucoup déjà pour tous ces partages et ces réflexions. Mais je pense vraiment, c'est au niveau local de la base et des relations de confiance qu'on peut avoir en interpersonnel que les choses se changent. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette question de la sensibilisation et de mettre de la conscience dans les actes de consommation. Oui, On fait tous au quotidien 10 000 fois par jour. ouais, c'est obligatoire. Oui, c'est ça. Affaire à suivre. À suivre. Merci beaucoup, Encore. Monica. À bientôt. Merci, Alice. À bientôt. Au revoir.